normalement, Prague, ça c'est l'autoroute qui va en Allemagne. C'est une des plus grandes autoroutes qui relie la République tchèque Prague avec l'Allemagne. Cette autoroute devait continuer jusqu'au quartier qui s'appelle Radnice. Puis la ville de Prague a décidé qu'elle ne va pas le faire. Mais pour que cette autoroute puisse être construite, ils ont ici mis une zone de protection où tu n'as pas le droit de construire. L'autoroute ne va pas être faite, mais la zone de protection est restée. Donc si quelqu'un veut construire là-bas, il doit aller à la mairie et demander s'il peut construire. Ben, il ne peut pas, parce que c'est une zone de protection qui n'a aucune raison d'exister naturellement. Alors ce qui est intéressant, que ça a lancé un mécontentement énorme dans la population. Alors ce que vous voyez ici, c'est des chiffres, c'est le nombre d'ONG en République tchèque qui est absolument étonnant. Je ne pense pas qu'en France ou en Angleterre, nous avons ces nombres-là. 67 000 associations de citoyens à but non lucratif, les fondations, les fonds de fondation, les personnes enregistrées, en totalité, ça doit être 80-90 000 différentes organisations qui travaillent. Alors j'ai pris un exemple, c'est une organisation, c'est une ONG qui s'appelle la Reconstruction, la reconstruction de l'État, qui affirme qu'ils vont imposer 9 lois anticorruption, dont une a déjà été imposée, donc le Parlement l'a voté. Donc ces lois sont une politique sans sponsor secret, les déclarations sur la propriété des élus, tous les contrats sur Internet, annulation d'événements anonymes, fin aux boutiques privées à l'intérieur d'entreprises de l'État, dépolitisation de l'administration publique, enquête indépendante sur la corruption, loi sans amendement et collage ajouté, élargissement des pouvoirs, etc. La reconstruction de l'État est un projet commun des organisations anticorruption, des entreprises, des citoyens, et dans nos régions, et les politiciens qui déplorent la situation actuelle. Parce qu'il y a des gens honnêtes encore qui déplorent la situation actuelle. Alors là, vous en avez un nombre d'autres. Automate naturellement contre la voiture et l'intensité de la circulation. Zagit Mestoïnak, ça veut dire vivre la ville autrement. Nova Registrada, c'est le périph' pragois, et que faire avec. Praxe Matrice, c'est les maires de Prague. Les constructions strato, je viens d'en parler. Alors qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles organisent des choses qui ressemblent, par exemple, ce qui est fait sur les berges de la Seine, bloquer les berges pour les voitures. Si vous voyez l'intensité de la circulation automobile, vous comprenez pourquoi. Des actions ludiques sur les voiries de Prague. Voilà. Alors, le troisième thème, il me reste 5 minutes, on va vite. Le troisième thème, c'est les instruments et les outils d'urbanisme. Alors il y a cette tradition administrative de l'Empire austro-hongrois qui avait une bureaucratie incroyablement lourde. Alors les régimes communistes ont gardé tout ça naturellement et utilisé ce système administratif utile pour dominer ses citoyens et la ville. Hein? Donc la transition du système politique entre 1989 et 2000 a exigé des modifications du cadre administratif. Alors en 1989-2000, il y avait le marché s'est remis, un marché d'urbanisme s'est remis en place et il était, donc tout ce qui était ville était dépendant de l'économie de marché avec tous ses excès et disons tous ses points positifs aussi et ses maladies de naissance. Alors il y avait naturellement une demande d'adaptation aux contraintes de la crise économique et aux besoins de la population et maintenant on est en train de vivre une période de transition qui a commencé en 2010 et qui est encore toujours en cours. Alors, dans le temps, il y avait les instruments d'urbanisme, vous aviez le PLU, le poste, si vous voulez, puis vous aviez un plan de masse qui devait être en conformité avec le poste, puis vous aviez le permis de construire, comme je vous l'ai dit, en 2 étapes, décision territoriale, et puis obtention du permis de construire. Qu'est-ce qu'on nous propose maintenant ? Et quelles sont les personnalités et les organismes importants pour mener cette transition à bien? Eh bien, naturellement, c'est les partis politiques. Alors, il y a un nouveau parti politique dont le maire, M. Vlecek, est devenu le maire de Prague, après une crise politique. Il y a les départements techniques le département de développement de la ville, où il y a des personnalités importantes, M. Kautsky, M. Tsibor. Il y a les ONG, il y a les associations de citoyens, il y a les universités et il y a le secteur privé. Alors tous ces messieurs-dames sont en train de travailler ensemble sur une nouvelle approche aux outils d'urbanisme. Alors cette nouvelle approche
ressemble beaucoup à ce qu'ils sont en train de faire à Paris. Je pense qu'ils sont en train, c'est peut-être pas très généreux de le dire comme ça, mais je pense qu'ils sont en train de copier Paris un peu, et je me demande si ça peut marcher. Alors je lis ici tous ces textes, pour ceux qui lisent tchèque, je crois qu'il y en a pas beaucoup, donc je vais passer rapidement. Mais quelle est la discussion? Eh bien la discussion est relativement simple. Nous avons maintenant une loi qui demande que le PC soit en conformité, donc le permis de construire, soit en conformité avec le PLU, le poste, si vous voulez. Mais ce poste est en train d'être modifié, parce que les nouveaux instruments qui sont proposés, peut-être un peu obsolètes, mais c'est tout de même assez intéressant de le savoir, c'est qu'il y aura un plan stratégique. Alors je l'ai ici, ne riez pas, c'est ça, c'est pas plus que ça, le plan stratégique, voilà. Et il y aura un plan métropolitain, donc ça me fait penser beaucoup à Paris. Donc je me disais, mais c'est quoi ce plan stratégique, ce plan métropolitain? Alors le plan métropolitain, le voilà. Hein? Donc aucune image, rien du tout. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que dans ces plans, les thèmes sont qu'il va y avoir une transparence, une participation de tous les habitants, une lisibilité, je les ai lus, mais je ne les ai pas compris. Qualité de vie, développement durable, tout ça c'est extrêmement important comme thème. Le cadre social aussi, donc Nigel en a parlé à Londres, Dominique en a parlé à Paris. Le cadre de référence, c'est les exemples des métropoles européennes. Et il faut choisir des priorités par rapport à la faisabilité financière. Donc voilà ces nouveaux instruments. Je vais vous montrer quelques images. Le Grand Prague, voilà. Alors si vous étudiez ça de très près, vous voyez qu'il y a une actualisation, et si vous comparez le Grand Prague avec l'actualisation du Grand Prague, la seule chose que vous allez voir, que l'unique changement est ici, à côté de l'autoroute vers Brno, donc la plus grande autoroute vers l'est du pays. Autrement, je n'ai pas pu décerner un changement. Alors il y a ce type de carte, c'est l'utilisation fonctionnelle de la ville. Alors cette carte, si vous entrez dedans, vous allez comme à Paris au plus petit détail. Hein. Vous avez le réseau de transport de Prague en 2013. Voilà le métro pragois en 2013. Alors je vous demande l'attention pour cette gare ici, parce que vous allez voir ce qu'elle est aujourd'hui. La voilà. Hein? Donc je me demande, mais ils sont où les passagers qui a payé cette ligne? Ça va servir à quoi? Mais bon, elle est là. Je pense qu'on est l'unique pays en Europe qui a une gare au milieu des champs, un terminus de métro, voilà. Mais nous avons un plan pour 2100. Vous voyez que c'est un plan métro relativement intéressant, où on va même jusqu'à l'aéroport. Mais là-dessus, Nigel nous dira deux choses tantôt. Alors, y a-t-il des exemples et des inspirations pour les nouveaux outils d'urbanisme à Prague? Moi, je pense qu'il y avait des exemples déjà dans notre temps. Et je vais vous en montrer. Et je pense que Prague est tout de même un peu en train de copier Paris. Même si je ne pense pas que la taille est la même et que les problèmes sont les mêmes, donc je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, ce que nous avons fait dans le passé, c'est qu'on a utilisé une méthode que certains urbanistes français appellent la méthode du déclencheur d'urbanisation. Alors, nous avons travaillé avec l'agence Jean Nouvel, et là, Dominique et Saskia, toutes les deux étaient présentes quand on faisait ce travail, sur un plan stratégique pour Prague 5. Voilà le résultat, après 1 an et demi de travail du plan stratégique. Puis on a fait une ébauche d'un plan local d'urbanisme. Voilà le résultat. Puis on a fait un plan de masse pour 2 sites pour que la ville puisse choisir quel sera le développement qu'elle va choisir. Eh bien la ville a choisi ce développement-là, ce site-là, mais l'a fait à sa façon. Et ceux qui sont intéressés, je peux leur expliquer pourquoi. Mais je ne vais pas le faire maintenant, ça durerait trop longtemps. Alors voilà, on a aussi estimé quelle pourrait être la croissance de cette ville, et puis nous sommes aujourd'hui quelque part ici. Donc on n'a pas fait beaucoup de fautes en estimant quelle sera l'évolution. Alors quelles sont les conclusions et les perspectives de ces nouveaux outils? Et quelle est la question prioritaire? Alors moi je pense que c'est, y a-t-il à Prague un cadre réglementaire suffisant pour permettre un développement souhaité de la ville? Alors il y a, malgré les problèmes administratifs, il y a tout de même, et malgré la crise, et malgré le mauvais goût des nouveaux riches, ça je le dis tout de même, il y a tout de même des projets relativement intéressants qui sont développés. Alors là vous voyez une usine à Prague vide,
qui, dans le temps, était un centre où on organisait le Biennale de l'art de la ville de Prague, où il y avait des manifestations culturelles relativement sympathiques, et où à certains moments, un des sponsors est venu me voir, parce qu'il a acheté cette usine. Il m'a dit, est-ce que tu voudrais créer une équipe de gens qui pourraient nous faire une étude de faisabilité si on doit démolir cette usine et qu'est-ce qu'on pourrait faire là-bas? Eh bien, nous avons fait une étude de faisabilité, on lui a dit, il ne faut pas la démolir, il faut la garder. Il l'a fait, je vais aller vite parce que tout le monde n'arrêtera pas. Et voilà ce que c'est devenu la rédaction d'une maison d'édition qui s'appelle Economia. Et voilà comment ce hall que vous avez vu avant, ici, comment il est utilisé aujourd'hui. Dans un cadre de travail qui n'est vraiment pas mauvais. Alors, quelle est la situation présente? Eh bien, j'ai encore demandé à mon réseau d'information qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a des infos positives, il y a quelques projets qui sont en train d'être faits, et une information relativement négative. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir sur la TVA, et cette nouvelle loi, si vous voulez acheter une maison de 230 000 €, eh bien, vous payerez pas 720 000 couronnes, vous payerez 990 000 couronnes en TVA, donc c'est une différence énorme, c'est 10 000 €. Donc si vous voulez acheter une maison à un prix raisonnable, eh bien vous devrez payer 10 000 € de TVA extra. Ça ne va pas vraiment aider à construire du logement. Alors, les organismes officiels m'ont dit non, c'est pas vrai, il y a des choses absolument formidables. Voilà toutes les initiatives qui sont en train d'être réalisées à Prague. Alors, je vous ai mis, si ça vous intéresse, tous les liens. Comme ça, vous pouvez voir si vous y croyez. Voilà, merci pour votre attention. Alors, messieurs, dames, avez-vous des questions? Oui. Nous avons une chance extraordinaire. Oui, le micro, s'il vous plaît. Nous avons une chance extraordinaire de vous avoir tous les trois avec le foisonnement de concepts, d'idées, d'outils que vous nous avez fournis. Et finalement, une des questions qui peut être transversale aux trois conférences, c'est la question de la relation et de l'utilisation de deux types d'outils, le dessin et la pensée, ou le texte et le dessin, donc deux types d'outils humoristiques, qui ont un rapport avec l'idée de gouvernance actuelle, ce terme qui est apparu, je crois, il y a une dizaine d'années. Auriez-vous l'amabilité, chacun d'entre vous, de nous dire ce qu'est pour vous la gouvernance, si c'est possible? Ça nous permettrait de réfléchir nous-mêmes à ce terme. Bonne question, je pense. Dominique, tu commences ou Nigel? Micro? Non, mais... Non. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne question, c'est une question intellectuelle. Et nous sommes des praticiens pratico-pratiques. Nous ne sommes pas des politiques, même si l'action sur la ville relève évidemment de la politique. Donc moi, je ne sais pas, ce que je peux simplement dire, c'est que le premier maire de Paris, contrairement à Londres, c'était en 77, donc il y a très peu de temps. Paris a eu très peu de maires. On va se retrouver en fait en moins de 40 ans avec une nouvelle situation. C'est un peu comme les Halles. C'est la troisième fois qu'on fait les Halles. Voilà, assez vite. Donc voilà, la gouvernance, je ne sais pas, peut-être faire une thèse, c'est peut-être d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne sais pas répondre à ça. Je pense qu'il y a des organisations, des systèmes. Aujourd'hui, vous avez parlé du dessin et de la pensée. Oui, on peut aussi parler de tous les outils de représentation qui sont à notre disposition. On a une connaissance aujourd'hui des territoires et de ce qui s'y passe qui est hallucinante et qui vient très fortement perturber la question de la pensée et même de la gouvernance. Puisqu'on finit par croire que c'est ça la réalité. Et or, ce n'est pas ça la réalité. Et on le sait tous très bien. Il y a cette espèce de distorsion qui est en train de s'installer. Voilà. On pourrait dire que la gouvernance, elle est parfois citoyenne, elle est parfois politique. On est à Paris en pleine campagne électorale. On se pose la question de savoir qui fait quoi. Aujourd'hui, le plus grand risque qu'on a dans nos villes, c'est que, en tout cas dans une ville comme Paris et comme Prague, je pense, parce qu'elles ont évidemment des similitudes, mais si on regarde le périurbain, ce sera peut-être plus simple parce qu'il est moins protégé, c'est que la ville est faite par les aménageurs et par l'argent.
Alors, ça a toujours été, il y a toujours eu ce cadre où en fait le politique essayait de contrôler ce que l'argent s'autorisait. À Londres, la situation, c'est vrai, c'est différent. Ce que vous auriez dû dire, si je puis me permettre, ce qui est très intéressant à Londres, c'est que quand ils ont gardé la City qui avait brûlé, c'est en fait une trace du Moyen-Âge, et c'est assez exceptionnel. Je crois que c'est le seul cas au monde où on a une structure du Moyen-Âge qui est encore visible de nos jours avec un tel changement d'échelle de bâtiment. Mais je dis, ils ont gardé ça autant que Christopher Wren avait fait autrement. Parce qu'ils étaient propriétaires fonciers. Oui, je sais, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on a gardé, mais le résultat aujourd'hui, c'est le problème de circulation. Ça, c'est pas grave, on n'en a pas dit. Et la circulation actuellement est longue, tellement qu'il faut payer. Vous avez un péage maintenant pour rentrer à Londres. Mais tous les bureaux maintenant à Londres sont quasiment construits sans parking. Et par exemple, à la City de Londres, je vous avais parlé du centre, il y a 3% de la population qui vient en voiture. Il y a 95% pour le transport public. Donc, revenir sur les questions de gouvernance, je peux parler de la différence, c'est qu'il y a cette tendance en Angleterre pour que la recherche du marché peut-être à tort de chercher la solution. Et heureusement, les projets très, très positifs. Je cite toujours comme le cas pour moi positif, quand vous prenez le gars à Eurostar pour arriver à Londres, de King's Cross, on a développé tout un grand ensemble, un aménagement qui a commencé par une réflexion d'un thème, pas sur un plan. Qu'est-ce que les gens peuvent habiter? C'est aller voir les écoles, les communautés, et on a créé ce qu'on appelle the 10 Principles of the City. Et the 10 Principles of the City, on a bâti un thème pour vivre dans ce quartier très pauvre et très central de Londres. Le travail qui a été fait par le promoteur avec Camden Borough. Donc, la gouvernance était faite par le borough et pas par le maire de Londres. Donc, on est plutôt dans les micro-gouvernances à Londres, autant que la Boris Johnson qui est maire, qui a l'étoffe. Avant, on avait un maire avec l'étoffe Ken Livingstone, que Margaret Thatcher n'aimait pas, donc elle a supprimé carrément la gouvernance de Londres. Et entre 1986 et l'année 2000, on n'avait aucune gouvernance à Londres avec le résultat. Donc on a besoin, sincèrement, je crois que le système français cartésien dirigiste, puis-je dire, a quand même, à terme, peut-être va arriver sur une ville beaucoup plus homogène qu'à Londres. Le jardin anglais, de temps en temps, déborde pour les raisons financières, parce que Londres, le prix dans les quartiers chers, la moyenne est 31 000 € de mètre carré. Les propriétaires sont souvent les étrangers, ne sont pas les Anglais, et on n'a pas mis vraiment aujourd'hui une manière de contrôler la construction de logements pour les classes moyennes. Oui, alors je suis d'accord avec Dominique, c'est une question intellectuelle, c'est vrai, mais je pense que c'est pour ça que l'Europe est tellement belle, parce qu'il y a la France qui le fait à la française, il y a l'Angleterre qui le fait à l'anglaise. Vous avez vu pendant cette présentation que c'est tellement différent, que c'est presque pas comparable. Et puis je vous ai dit en 20 minutes ce qui se passe à Prague. C'est naturellement beaucoup plus complexe que ce que j'ai pu dire, parce que c'est simplement comme ça. Alors, pour vous répondre, je crois que la gouvernance peut se définir aussi par rapport à ses résultats. Alors, personnellement, intellectuellement, ce qui me parle le plus, c'est la méthode centraliste française. Mais si je regarde la méthode anglaise, et si je regarde quelle est la réaction des jeunes du monde entier, eh bien, ils ne viennent pas à Paris, ils vont à Londres. Alors, pourquoi? C'est une question intéressante, je ne sais pas comment y répondre. Et maintenant, si je regarde ce qui est en train de se passer en République tchèque, et surtout à Prague, alors j'ai trouvé aujourd'hui, tout à fait par hasard, une phrase de Brodel, dans un bouquin que je suis en train de lire, donc vous aurez une réponse intellectuelle, puisque vous posez une question intellectuelle. Il compare ce qui s'est passé avec la révolution industrielle, et il essaie d'expliquer pourquoi ça ne se passe pas autre part qu'en Angleterre. Parce que la vraie révolution industrielle et tout le pouvoir de l'Angleterre, le plus grand port du monde, etc., etc., le 19e, le début du 20e siècle, Londres,
Eh bien, tout ça, c'est vraiment anglais. On peut se poser la question pourquoi, et pourquoi ça n'a pas marché dans beaucoup d'autres pays. Alors, Brodel dit, parce qu'une révolution industrielle réussie implique un processus général de croissance, donc de développement global, qui apparaît en dernière analyse comme un processus de transformation des structures et institutions économiques, sociales, politiques et culturelles. C'est toute l'épaisseur d'une société et d'une économie qui se trouve mise en cause et qui doit être capable d'accompagner, de supporter, voire de subir le changement. Alors je me pose la question, comment est-ce que les Parisiens vont subir le changement dont Dominique me parlait? Comment ça va se passer à Londres? Et je me pose aussi la question, si les ONG tchèques, donc il y a à peu près 70 000, comme je vous ai montré, comment vont-elles subir si rien ne va changer à Prague? J'espère qu'on a pu répondre à votre question. Autre question. Oui. Ben, en fait, j'ai l'impression que vous avez tous les trois dit quelque chose de similaire, c'est que Paris a gardé ses anciennes rues, Londres a gardé sa tradition, sa tendance à grandir comme un jardin anglais, donc n'importe comment, et que la République tchèque a gardé sa bureaucratie si lourde. Donc en fait, je me demande si ces cités peuvent en fait subir un changement si grand. Par exemple, détruire quelques rues dans un lieu d'une taille plutôt énorme, ou de changer complètement les politiques, ou de changer complètement la tendance de croissance. Parce que, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça ne marche pas si bien, et ça commence seulement à changer maintenant, dans ces dernières années. Donc là, si je comprends bien, la question est, est-ce que les villes peuvent changer? Oui, j'ai l'impression que vous me dites qu'elles ne pouvaient pas pendant les siècles passés. Ok, on peut avoir le micro. Je dis, j'ai peut-être l'avantage de connaître bien les trois villes autant que je suis né à Londres. Effectivement, je ne suis pas né à Londres en soi, parce que Londres en soi est devenu le nom de ma partie de Londres, Harrow, en 1965. J'étais né à Middlesex. Non, je ne suis pas à Middlesex, mais enfin, j'étais né à Middlesex. Et dans Londres, j'ai quitté assez jeune pour aller à Paris, et après j'ai créé ma propre société à Prague en 90. Donc j'ai connaissance des trois pays. J'ai quitté Londres parce que je trouvais que ce n'était pas dynamique. Il n'y avait pas de moyens de se développer, et Paris était en train de créer ses villes nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'il y avait le mouvement 65. Donc Paris avait les possibilités, il était en train de faire, parce qu'il y avait une décision prise là de métropole de changer, mais ça vient du centre. Et donc si on voit le schéma directeur qui a été voté par il y a longtemps, le schéma directeur qui n'était pas appliqué, Dominique, c'était voté, le fameux schéma. Oui, c'était. Non, avant qu'il n'était jamais appliqué. Ils ne sont jamais appliqués. Non, mais enfin, ça veut dire que ça qui a été modifié pour faire le Grand Paris. Il y avait un débat, donc 2008. Bon, après, il y avait quand même une volonté de modifier pour faire le Grand Paris, donc c'était une décision du gouvernement de Paris même de se modifier. Londres n'a jamais eu ça, parce que je vous avais dit, je pense que quand je vais maintenant, je vois le Docklands, je l'ai vu, j'étais présente en 80, je vois la puissance de Canary Wharf. C'était vraiment une volonté de le monde économique par la gouvernance des boroughs. J'ai parlé des boroughs tout à l'heure, donc on n'avait pas un pouvoir central. Donc nous, on fait ça beaucoup plus les racines. Et je vais expliquer ça qui s'est passé. On avait David Cameron qui arrive il y a maintenant 3 ans. On a arrêté tout le planning stratégique en Angleterre. Arrêté tout. Et, sauf pour Londres, le parti est en train de faire. Parce qu'ils ont dit maintenant le planning devrait venir par les conseils municipaux. Donc on est aujourd'hui dans un no man's land
d'avoir un strategic planning dans certaines villes pour arriver de refaire les bases. Donc, Angleterre aujourd'hui est en train de faire passer ses racines. Prague, c'est un autre problème, et pour la toucher de vérité, et c'est historique. Moi, ça fait 20 ans que péniblement, je le mets en place les permis construire, que j'arrive difficilement, mais j'arrive quand même. Paris est quand même, Prague est victime de son histoire, de son UNESCO, et malheureusement, comme pour l'a dit, on a un système depuis 10 ans, extrêmement corrompu, légèrement mieux maintenant, et ça me fait beaucoup peine de voir Prague, qui peut devenir vraiment la capitale. On avait parlé l'autre jour de l'importance des aéroports aujourd'hui, métropole. Les aéroports aujourd'hui sont quasiment pour un mégapole international, Dubaï, Abu Dhabi et bientôt Istanbul, l'importance de les aéroports. Et si j'ai une critique sur les Anglais et les Français, c'est de négliger le développement réellement de leurs aéroports et les accès de les deux villes directement de les aéroports de centre-ville, je pense surtout à Paris, est plutôt honteuse. Voilà. Si les grands plans... Non, mais ça j'ai compris. C'est amusant parce qu'il y avait aujourd'hui une conférence à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui était sur les 100 ans du plan du Grand Paris. Puisqu'en 1903, il y a eu, en 1913, le plan Prost qui posait comme ça les jalons de la métropole. Et nous sommes 100 ans plus tard avec le projet Grand Paris qui se fait sans plan. À peu près ça, on va dire, l'inversion. Et donc un des conférenciers, donc c'était un truc historien, notait qu'il y avait des récurrences très importantes dans la manière de construire la ville, je dirais, dans ses grandes lignes. Il fallait une décision, en France en tout cas, du gouvernement, la mise en place d'infrastructures très lourdes, donc le RER, le métro, les trains, et aujourd'hui le grand réseau express. Et puis un pseudo-exercice de planification, vous avez évoqué le SDRIF, c'est une sorte de plein avec des petits points partout, que la première chose que font les élus, c'est de ne pas respecter. Donc c'est pas... voilà, ceux qui font sont très contents de le faire, c'est normal, ça existe, ça fait des stratégies. Mais la ceinture verte, par exemple, qui est toujours dans ce document, c'est la première chose à aller dans les communes, et dans les règlements locaux, la ceinture verte, un peu comme ça. Voilà, chacun s'en... Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt désespérant. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans la ville iconique dans laquelle nous nous trouvons là. Les trois quarts des personnes ne vivent pas là, ils vivent de l'autre côté du périphérique, ils vivent autrement. Ils vivent dans un autre système, et cet autre système, à force de ne pas le regarder, on considère qu'il n'a pas de qualité. Parce que c'est par la négation. Là où Londres est intéressante, c'est que l'équilibre des boroughs a fait qu'il y a des multi-sites, qui fait que, bien sûr, c'est pas égal, mais c'est pas non plus totalement inégal. On les connaît tous à peu près. Alors que la situation parisienne, elle s'est faite par un système très documenté, sur lequel on a beaucoup travaillé. Paris est la seule ville au monde qui est restée à se développer dans un périmètre précis pendant 160 ans. Puisque depuis 1860, Paris se développe à l'intérieur du périphérique. Imaginez que vous êtes un corps et qu'on fait de la chirurgie esthétique sur vous pendant des années et des années. Toutes les expérimentations urbaines ont été tentées à Paris, mais toujours sur le même corps. Comment? Excusez-moi, mais vous ne devez pas être très historienne. Ah bon? Moi, je ne comprends pas. Bah écoutez, je suis désolée, mais Paris n'a pas bougé. L'administration parisienne était limitée au périphérique jusqu'à dans 5 jours. Oui, remarquez, Depuis. vous allez tout excuser parce que vous avez peu de temps, mais c'est à bride abattue, au niveau de l'histoire, ça demanderait peut-être des nuances. Si vous voulez, peu importe. En tout cas, le périmètre parisien est figé dans ce système-là. On peut le raconter comme vous voulez. C'était simplement pour répondre à Katharina qu'il y a à la fois un invariant très puissant des villes. En plus, on parle de villes qui sont des capitales, qui sont des villes historiques, qui sont des villes regardées. Et en même temps, il y a une réalité qui est extrêmement différente de celle que l'on raconte. Parce qu'on raconte toujours, peut-être là je suis d'accord avec vous madame, on raconte toujours les choses de façon un peu, je dirais, caricaturale. Alors que ces villes-là vivent autrement. Mais ça, on n'en parle pas. On ne les raconte pas. Parce que d'ailleurs, nous, on vous a montré les mêmes choses, les plans historiques. Donc moi, j'ai essayé de vous montrer d'autres documents. Mais on sent bien qu'il y a cette espèce de distorsion. Voilà. Donc les villes, elles changent, heureusement. Et puis en même temps, elles perdurent. Et ça, c'est assez magique. Et puis,
Et on n'a pas non plus des croissances aujourd'hui très fortes sur nos territoires qui font qu'on n'a pas non plus une pression qui fait que les villes explosent. Hein. Si vous allez à Shanghai, c'est vrai que la ville, en tous les 10 ans, elle change complètement. Donc ça, c'est un autre sujet. Bon, moi j'ai le désavantage d'avoir travaillé trop longtemps